maîtrise l'information. Donc, est-ce que ça vous préoccupe, ces histoires de tarifs qui viennent d'être assénées hier par le président Donald Trump, des tarifs de 50% qui portent sur une variété de produits? On en perd presque son latin tellement c'est la limite incohérent. Ça va des huiles essentielles aux patins de hockey, à certains produits de construction. Je crois comprendre que les voitures, mais là, quelles voitures, dans quelles circonstances? Honnêtement, on n'a pas fini là, de tout analyser, Isabelle. Et puis à chaque fois qu'on en parle, qu'est-ce qu'un produit canadien? Parce que ça aussi, c'est une grosse question. Parfois, c'est monté à une place, la canne, elle vient des États-Unis, mais le produit vient du Canada. Parfois, juste un produit en soi, là, c'est difficile de le distinguer. Qu'est-ce qu'un produit canadien? C'est effectivement pas simple. Et parmi les nombreuses, peut-être potentiellement victimes de cette nouvelle salve, il y a l'industrie de la construction, l'industrie des matériaux de construction. On est avec Richard Darvaux. Bonjour, Richard. Bonjour, vous deux. Bonjour. Donc, de l'Association québécoise de la quincaillerie. Les quincailliers pas trop affectés, j'ai l'impression, là, dans la distribution locale. Vous avez raison. Là, on parle vraiment d'un problème au niveau manufacturier. Manufacturier, donc les matériaux. Êtes-vous, c'est la question qu'on posait à nos auditeurs, téléspectateurs, êtes-vous inquiet de ce qu'on a appris hier, M. Darvaux? Inquiet, non. Très inquiet, oui. Oui, hein? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Puis en particulier pour l'industrie manufacturière québécoise. Il y a des secteurs qui sont visés, de ce qu'on arrive à comprendre, là, des mesures qui ont été annoncées, qui vont toucher de plein fouet plusieurs manufacturiers québécois. Puis, dans d'autres cas, ça va toucher surtout la Colombie-Britannique. Par exemple, le contreplaqué, on n'en fait pas tant que ça au Québec. Mais il faut comprendre que 60% des contreplaqués de Colombie-Britannique s'en vont vers les États-Unis. Et notre marché domestique, ou le marché de l'Ouest canadien, ne peut pas absorber toute la production. Donc, il y aura une baisse de production si, du côté des États-Unis, il y a des annulations de commandes. Mais si ça s'avère, là, parce qu'il faut parler au conditionnel, il y a ce qui est lancé dans les airs, puis après, il y aura le concret. Le 19 août, c'est 500 produits là, qui pourraient se voir tarifés. Vous, qu'est-ce que ça représente si vraiment on applique 50% sur les matériaux de construction? On parle d'à peu près entre 7 et 8 milliards de dollars de valeur de produits qui sont fabriqués au Canada avec, en général, de la valeur ajoutée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les matériaux bruts, les 2x4, tout ça, ne sont pas touchés par ces mesures. Donc, c'est des produits qui ont été retravaillés ici, qui amènent des emplois de qualité, nombreux, bien payés, dans différentes provinces du Canada et beaucoup au Québec, qui se trouveraient être au ralenti. En fait, c'est que c'est sûr qu'à 50%, si ça reste comme ça, il y a des Américains qui ne pourront pas absorber la différence. Et parce que c'est trop grand. On ne parle plus de 5 ou 10%. Puis la problématique, c'est que si ce ralentissement se fait, ben c'est l'économie américaine aussi qui va subir les coûts. Parce que pourquoi ils prennent des produits canadiens? Parce qu'ils n'en ont pas assez du côté des États-Unis. Ils ont un vaste marché de consommation, mais ils n'ont pas toutes les ressources naturelles. Prenons un cas, par exemple, le ciment qu'on appelle le ciment Portland. C'est pas une marque, c'est un style de ciment et on en fabrique beaucoup au Canada. Ben, au moins 20%, on va dire dans certaines années 30% s'en vont vers les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carrière assez nombreuse pour s'approvisionner. Il n'y a pas d'alternative. Alimenter leur L'aluminium, c'était industrie. la même situation. Et dans les faits, ce que ça fait, c'est que ce sont eux qui payent la totalité du tarif. C'est les consommateurs américains qui... Et ils n'ont pas tant d'alternatives. Prenons la forêt. Je veux dire, elle est à côté, la forêt canadienne. Ce qui en reste? Ouais. Non, c'est une mauvaise blague. La tordeuse. Oui, il faut faire attention. Les feux, mais vous savez, s'ils ne prennent pas le bois, par exemple, le bois orienté, les panneaux orientés qu'on appelle, les panneaux de particules, le MDF, on en fabrique un peu partout, à Saint-Basile, à Joliette, à Val-d'Or. Donc, il y a plein de manufactures de ces produits qui ne vont pas trouver assez de débouchés au Québec ou au Canada. Il faut que ça aille vers les États-Unis. Mais si les États-Unis les refusent, où est-ce qu'ils vont aller? Il faut qu'ils aillent outre-mer. Et là, ça suppose des coûts, des durées et des coûts écologiques que les entreprises américaines ne sont pas prêtes à payer. Là. Et est-ce que ça peut engendrer des pertes d'emploi, des fermetures chez nous? Ça peut engendrer des fermetures d'entreprises temporaires. Bien sûr, les négociations sont en train là, de s'accélérer entre nos deux gouvernements. Il faut espérer, comme vous l'avez dit, que la mesure ne voit pas le jour le 19 août. Puis en fait, on sait que c'est ce qui est visé, c'est de forcer la réouverture. C'est un taco en préparation, Oui, tout à fait. Mais il reste que pour le moment, il faut se préparer comme si ça allait arriver. Alors, si ça allait arriver, il faudrait que l'État canadien
puis que les provinces puissent nous aider, nous, les consommateurs, mais aussi les entreprises canadiennes puis les gouvernements d'ici, à mieux connaître les produits fabriqués au Canada pour au moins compenser une partie des exportations qui auraient pu eu lieu. Et on a un programme qui existe dans les matériaux qui s'appelle Bien fait ici. Alors, vous pouvez aller en quincaillerie, un peu comme Aliments du Québec, puis trouver en quincaillerie des produits qui sont réellement fabriqués au Canada, parce que vous émettiez un doute et vous avez raison. Oui. On a lancé ce programme parce qu'il y avait trop de tricherie. Il y avait trop de feuilles d'érable qui se promenaient. Puis à l'épicerie, j'ai vu un ananas qui était made in Canada. Alors, nous, on a décidé Au Saguenay, les ananas du Saguenay. C'est vrai, hein? Mais est-ce que vraiment, parce que, tu sais, les tarifs, on en parlait abondamment l'année passée, est-ce que vraiment les gens ont fait un virage acheté canadien? Ou est-ce que c'est devenu un peu une lubie, pas une lubie, mais une utopie? Non, c'est resté. C'est vrai que lorsqu'il y a eu confinement, on n'avait comme pas le choix que d'acheter local, mais je peux vous dire que les grandes enseignes de quincaillerie ont pris ça au sérieux et puis la grande majorité identifie mieux les produits qui sont fabriqués au Québec ou fabriqués au Canada et éduquent mieux leurs propres employés pour qu'eux-mêmes nous transmettent l'information, à savoir faire la différence entre un produit qui est importé et un produit qui est fait ici. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup d'éducation économique à faire parce que quand on achète un produit qui est fabriqué au Québec, au Canada, l'impact fiscal et financier, il est extrêmement grand par rapport à un produit importé. Notre qualité, elle tient la route en général. Alors, je pense qu'on a encore beaucoup d'éducation à faire. Puis sur le plan écologique, un produit acheté plus proche, bien évidemment, sûr, a moins de traçabilité. Mais ça, c'est intéressant de le mettre de l'avant parce que souvent, ce qu'on va entendre, c'est « Ouais, mais là, acheter canadien, c'est plus cher. » là. Fait que là, nous, c'est le portefeuille qui décide. C'est tout le temps ça qu'on entend. Oui. Et dans les faits, c'est plus ou moins vrai. Alors, en tout cas, dans les matériaux de construction, la différence de prix, des fois, elle est nulle ou elle n'est pas si grande. Puis, je pense que là-dessus, temporairement, si l'État canadien, le gouvernement de Carney, pouvait adopter une mesure pour faire connaître les produits réellement faits au Canada, puis nous inciter à les acheter pendant les semaines et les mois de négociation d'un nouvel accord, puis tant aussi longtemps que ce président sera en poste, ça serait bienvenu. Mais vous savez quoi? Je pense que la vraie solution, vu que c'est une mesure politique, la vraie solution, c'est de faire jouer l'économique. C'est-à-dire que nous, comme association et mes collègues, on est en relation avec nos homologues du côté américain. Bien sûr. Et il y a personne du côté des associations d'affaires américaines qui sont en faveur de cette idée de tarifs. Et c'est ces gens-là, avec nous, qui peuvent arriver à influencer les gouverneurs. Poser, là, on est un manufacturier, là, je ne sais pas, de contreplaqué, là, ou peu importe, on est un Québécois, un Canadien, on fait des choses qui sont vendues aux États-Unis. En face de nous, il y a un humain là, qui signe des chèques, qui passe des commandes avec des quantités, qui est content peut-être de la qualité, puis des fois des relations qui durent depuis des décennies. Là. Comment ils réagissent, les Américains, quand ils se font eux-mêmes ils se font asséner des tarifs là, d'une certaine manière que c'est la relation qui se fait tarifer là. On dit le Canada reçoit des tarifs, mais ultimement c'est entre un humain canadien et un humain américain que le tarif tombe. Quelle réaction ils ont, les Américains, vos clients américains, quand ils voient un truc comme ça? Il existe environ une dizaine d'associations d'une certaine envergure, que ce soit pour défendre le milieu de la foresterie, le béton. En fait, chaque filière a ses représentants et toutes. Il n'y en a aucune, en fait, qui a appuyé le projet. Et depuis le début, d'ailleurs, de cette course aux tarifs, là, il n'y a personne qui est derrière Trump. Vous allez me dire, mais pourquoi il persiste? Bien, vous avez employé, Isabelle, le mot lubie. Lui a une lubie. Il est convaincu que sur l'ancienne manière de faire des affaires, avec énormément de barrières, que ça reste une bonne idée pour encourager l'investissement aux États-Unis, faire en sorte qu'on relocalise aux États-Unis. Mais dans notre cas, dans le cas des matériaux de construction, ils n'ont pas assez de forêts pour produire tout le bois qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas assez de ressources naturelles pour faire tout le ciment, le béton dont ils ont besoin, etc. Et c'est là où on est, le Canada, on est un joueur qui est complémentaire. Alors, il faut juste que les forces économiques puissent convaincre le politique à Washington. C'est un sujet qui fait réagir. Les lignes se remplissent rapidement pour Emma. Il y a Linda qui est au téléphone. Linda, ça vous fait réagir, ça, ces possibles tarifs? Bien, en fait, oui, ça me fait réagir parce qu'honnêtement, comment ça se fait que M. Carney, ça fait 18 mois qu'il est là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun deal qui se fait, il se promène, ça coûte des millions en nourriture. En plus, comment ça se fait que Carney a 90% de son portefeuille aux États-Unis, seulement 7% au Québec? Cet homme-là, il ne travaille pas pour les contribuables.
Il travaille pour ses intérêts propres à lui. Moi, là, ça me révolte. Je suis une grand-maman. Et si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez, Linda? Je suis intrigué. C'est la question qu'on posait au début de l'émission. Si demain, là, vous êtes la première ministre du Canada, c'est quoi votre stratégie à vous? Ma stratégie, c'est que je serais capable d'aller parler avec M. Trump, mettre les choses au clair, arrêter de passer par n'importe quel chemin. J'aurais de la transparence. Je serais transparente par rapport aux contribuables. Tout est caché, tout est fait en dessous. Je travaillerai pour le peuple. On dira ce qu'on voudra, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, M. Trump. Je dois lui donner une chose, c'est qu'il travaille pour son peuple. Ici, là, il y en a tort. Ouais, je vais pas. Il s'est enrichi de 2 milliards depuis qu'il est là, mais je suis sûr que le peuple est au sommet de ses préoccupations, Linda. J'ai aucun doute là-dessus. De M. Trump ou de M. Carney? De M. Trump, là. Je veux dire, clairement, il a à cœur. Ouais. Oui, parce qu'il a été élu, parce qu'il a promis qu'il ferait des choses. Ben, ce qu'il a promis, là, il les a faites. Est-ce qu'on a ça ici au Canada et au Québec? On est surtaxé, on est pris à la gorge. Je suis grand-maman, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai peur pour eux autres dans l'avenir qui s'en vont. C'est incroyable. On va être 3-4 générations d'endettement sur nos enfants. Moi, je pense que ceux qui ont des enfants aujourd'hui, qui sont grands-parents, je pense qu'ils devraient y penser par 2 fois. Un vote, là, ça se fait pas parce qu'il y a une belle, excusez l'expression, parce qu'il y a une belle gueule ou c'est parce qu'il est un banquier. Moi, je veux des choses concrètes. Je veux qu'on travaille pour le peuple et non pas pour ses poches. Merci beaucoup, Linda. D'ailleurs, on a Clément Jacques qui est sur la ligne, sénateur et économiste. Clément Gignac qui est avec nous, qui est sénateur et économiste. Premièrement, on vous souhaite la bienvenue à l'émission. Deuxièmement, vous avez entendu le témoignage de cette auditrice, Linda. Vous réagissez à chaud comment à ce témoignage-là? Bien, écoutez, je comprends la frustration des gens que les gens peuvent avoir. Comme vous savez, je suis un sénateur indépendant. Je suis pas lié à un parti politique, mais c'est pas évident non plus ce qu'on connaît parce que là, on a une personne qui est président des États-Unis qui ne croit pas au commerce international comme il a été défini depuis la Seconde Guerre mondiale, qui voit ses propres règles du jeu. Pour lui, c'est un privilège d'avoir accès au marché américain. Donc, on doit payer pour avoir accès au marché américain. Il fait ça avec nous, il fait ça avec d'autres pays. Ce qui fait mal dans le cas du Canada, c'est que pour nous, c'est 20% de notre économie, le commerce avec les États-Unis. Pour la Chine, le commerce avec les États-Unis, ce n'est que 3% de leur économie. En Europe, c'est 3-4% de l'économie. Fait que nous, c'est notre principal partenaire commercial. Il est assez imprévisible. Il s'est entouré d'une gang de marionnettes. Il a appris de son premier mandat où là, il y avait des gens très compétents qui pouvaient y tenir tête et ça a donné qu'il était très frustré. Là, il est allé autrement. Et donc, et c'est pas sûr que si on a une entente, qu'il va respecter lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui avait négocié l'entente précédente, puis il la respecte pas plus. Et là, dans l'annonce qu'on a eue hier, ce qui est un peu inquiétant, Isabelle et Francis, c'est le fait que maintenant, on n'a plus le bouclier de l'ACEUM. Avant, on pouvait dire, ben là, en vertu de l'ACEUM, 85% de notre commerce est exempt de tout ce chaud boucan-là de tarifs, mais là, les nouveaux tarifs vont s'appliquer à tous les produits qui soient couverts ou non par l'ACEUM. Et là, on s'en va dans une nouvelle escalade. Vous avez écrit un texte, puis c'est une des raisons, il y a toujours de bonnes raisons d'appeler le sénateur Clément Gignac, mais une des raisons qui m'a incité à vous proposer à Isabelle ce matin, vous identifiez 4 stratégies possibles. Puis pour moi, c'était la question de on fait quoi, là? Parce que bon, on a des gens qui disent que M. Carney en fait pas assez, qu'il en fait trop, qu'il voyage, ceci, cela. Vous avez identifié ces 4 stratégies-là. Je veux pas qu'on passe trop de temps, mais grosso modo, vous, là, comment voyez-vous la suite, là, maintenant? On a appris ça hier soir, là, ça fait pas 24 heures. Il se passe quoi maintenant, là, dans la relation Canada-États-Unis? Clairement, M. Trump prend des initiatives, en tout cas. Nous, on réagit comment, là, comme premier ministre, comme sénateur, comme citoyen? Ben, moi, je suis un peu comme un gérant d'estrade, là, comme sénateur, là. C'est pas moi je suis pas le ministre, là. Je suis pas le ministre non plus, puis je suis pas dans le secret des dieux de M. Carney. Mais il y a plusieurs options sur la table. Il y a celle du dollar pour dollar. C'est-à-dire que tu nous mets des tarifs, on te met des tarifs. On a essayé ça. On a dû même reculer. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Je sais que M. Doug Ford, le premier ministre d'Ontario, pousse beaucoup pour cette approche. Mais pour nous, on n'y gagne pas de ce côté-là parce que
pour nous, le commerce des États-Unis, c'est 10 fois plus important que pour eux, le commerce avec nous. Donc, on va manquer d'oxygène en bout de ligne si on y va avec cette approche-là. Je doute qu'on va y aller avec des représailles de tarifs sur les produits américains qui rentrent au Canada. L'autre approche, c'est peut-être d'y aller avec on joue l'horloge. C'est ce que le Canada a fait depuis plusieurs mois. On attend, on joue l'horloge, on attend, on voit qu'est-ce que ça a donné. Donc, l'ACEUM n'a pas été renouvelé comme tel, qui fait en sorte que maintenant, à chaque année, on va être sujet pour les 10 prochaines années un renouvellement de l'ACEUM. L'horloge, c'est jusqu'en novembre potentiellement où il y aura jusqu'à mi-novembre. On va attendre le résultat au niveau des élections au Congrès, au Sénat, puis peut-être qu'il va perdre le contrôle à la fois du Congrès et du Sénat, auquel cas, il va avoir pas mal d'autres préoccupations parce qu'il peut peut-être avoir des initiatives de destitution ou du moins le Congrès sera pas aussi complaisant par rapport à M. Trump que ce qu'il est actuellement. Troisième approche, ce serait peut-être l'approche que j'appellerais une option nucléaire, c'est-à-dire qu'on met des tarifs sur les exportations de pétrole, d'électricité, d'uranium, de potasse, de titane, tout ce qui peut vraiment faire mal aux Américains à la pompe ou même au secteur de la défense aux États-Unis ou au secteur agricole où ils ont besoin de la potasse. Donc ça, j'appelle ça l'arme nucléaire. On n'a pas utilisé cette arme-là à date, ce qui fait en sorte que ça n'affecte pas les consommateurs canadiens, parce que quand on met des taxes à l'importation de produits américains, ça fait mal aux consommateurs canadiens. Donc, on touche pas aux consommateurs canadiens, on met une taxe à l'exportation. Ça rapporte des recettes, mais le danger, c'est que les entreprises canadiennes, eux, vont perdre des contrats, vont perdre des clients, parce que là, on sera pas compétitif de l'autre côté. Donc, il y a rien de facile dans les différentes options. Quand on réplique, finalement, on s'auto-pénalise. C'est souvent ça, l'affaire. Oui. Puis la dernière option, c'est peut-être celle qui travaille actuellement. M. Carney a dit qu'il a parlé à M. Trump ce matin. Ils ont convenu dans les 2 prochaines semaines qu'ils vont s'asseoir puis qu'ils vont discuter. Est-ce qu'on va entreprendre des négociations pour enlever ce qu'on appelle les irritants? Mais là, le défi qu'il va avoir M. Carney, c'est pas juste M. Trump. C'est que les premiers ministres des provinces soient d'accord avec M. Carney. On vient d'entendre ce matin que le premier ministre de Colombie-Britannique, il n'est pas question qu'il remette les vins américains sur ses tablettes. Monsieur Ford, lui, veut rien savoir de négocier avec un intimidateur. Donc, ça va peut-être de créer un consensus au Canada entre les premiers ministres avec une approche fédérale concertée auprès de M. Trump. Donc, parce que ça, c'est de juridiction provinciale quand on parle de distribution de l'alcool au Canada. Mais est-ce que ça a vraiment des impacts? Est-ce que ça a vraiment des impacts quand on interdit comme ça des produits des États-Unis? Ben oui, on voit très bien, là, ça a affecté l'industrie américaine parce que dans le fond, il y a une baisse de 80% eux autres de leur activité d'exportation. Donc, il n'y a plus vraiment de vin américain qu'on peut se produire sur les tablettes dans les principales provinces canadiennes. Donc, ça leur fait mal, évidemment. Imaginez si on mettait une taxe à l'exportation sur le pétrole ou sur la potasse, ça va faire mal aux automobilistes américains, ça va faire mal aussi au niveau des agriculteurs américains. L'autre option, c'est celle qui semble... efficace. Pourquoi ça, c'est la bonne solution? Pourquoi on le fait pas? Ben, bonne solution, entendons-nous. C'est une option qu'on n'a pas pris actuellement parce que il va y avoir des représailles si on fait ça. Vous savez, oui, on exporte du pétrole vers les États-Unis, dans l'Ouest, mais dans l'Est, Ultramar, Halifax, Irving, on importe du pétrole des États-Unis. Donc, ça transite vers les États-Unis. On pourrait même nous mettre un embargo qui fait en sorte qu'on aura des problèmes de rationnement de pétrole dans l'Est du Canada. Donc, on n'est pas autonome. C'est-à-dire l'économie canadienne est encore très dépendante des États-Unis. Et pour venir à la frustration ou au propos de madame qui est, je comprends, légitimement frustrée, c'est que ça va prendre du temps à devenir moins dépendant des États-Unis. Donc, la stratégie, c'est de diversifier les exportations, d'investir plus dans le savoir des Canadiens, développer les infrastructures au Canada et essayer de négocier des trucs avec les États-Unis en espérant que peut-être l'automne prochain, il y a un changement au niveau du Congrès et du Sénat. D'ailleurs, on a Simon qui est au téléphone. C'est un sujet sensible. Simon, les possibles tarifs de Trump en août prochain, ça vous préoccupe? Moi, personnellement, ça me préoccupe pas parce que j'achète pas beaucoup. J'essaie d'acheter des produits québécois, puis des fois, quand j'achète, mais par contre, ça va dans le milieu de la santé, et j'ai remarqué cette nuit, juste parce que j'avais un petit peu de temps libre, il y a beaucoup de produits américains, donc des poches à soluté, des produits d'incontinence, on a aussi toutes les affaires qui servent à piquer.
Ça marche par plus bas soumissionnaire, puis maintenant, Santé Québec achète ils achètent tout ensemble, donc il n'y a pas plusieurs. Puis il y a beaucoup de produits, c'est made in USA. Donc je pense avec les tarifs, je ne sais pas si le milieu médical va être touché, mais ça risque de coûter cher aux contribuables. Ça, c'est une inquiétude à long terme là, pour le milieu médical. Exactement. Là, M. Chignac est au courant, mais... Ouais. Simon, il y a quand même des gens, peut-être dans votre famille, parmi vos amis, qui travaillent là, dans les usines, dans les milieux qui sont, eux, touchés. Ça pourrait mener à des dévitalisations de certaines régions. Je comprends que ça vous touche pas comme travailleur de la santé, mais avez-vous quand même une préoccupation pour la richesse du Québec, la richesse du Canada? Est-ce que ça vous trotte un peu dans la tête quand même? Oui, parce que mon frère a une compagnie à Mont-Laurier, il y a 3 camions, et lui, dans le fond, il fait juste du bois d'œuf, du bois. Ah ouais. Dans le fond, il va chercher du bois, puis depuis les tarifs sur le bois d'œuf, tout ça, il a passé de 3 camions à un camion, puis il a coupé deux postes. Donc, ça affecte quand même le monde de régions qui sont dans le commerce, qui sont en voie de tarif. Merci, Simon. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Vous pensez quoi de ces préoccupations? Clément Gignac, toujours là? Oui, je suis là, Francis. Oui, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme Simon qui dit moi je m'en fous, bon, là, on a un peu négocié ça avec lui à la fin, mais il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois qui se sentent quasiment pas touchés, pas concernés par tout ça. Est-ce que c'est... Ça dépend dans quel secteur. Oui, exactement. Dans quel métier nous sommes, dans quel secteur, industrie nous sommes. Vous savez, si on travaille pour la fonction publique, on voit pas vraiment une menace pour notre emploi. OK, ça peut nous coûter plus cher à l'épicerie, des choses même, mais il n'y a pas de menace pour l'emploi. Mais si vous êtes dans la Beauce, où que souvent 80% de votre chiffre d'affaires est exporté aux États-Unis, vous êtes vraiment préoccupé. Dans l'industrie du meuble, c'est une forte préoccupation. Donc, l'idée est souvent, faut faire preuve de solidarité. Je pense que on doit être solidaire par rapport aux gens qui sont affectés. Il faut que nos gouvernements interviennent en ayant des programmes d'aide aux entreprises pour passer à travers ça. La pièce manquante, Francis, Isabelle, que je pense qu'on a eu du côté du Canada, qu'on n'a pas fait vraiment, contrairement au premier mandat de M. Trump. Dans le premier mandat de M. Trump, il a mis des tarifs, mais on s'était associé au Mexique, à l'Union européenne, pour travailler ensemble, pour faire reculer Trump. Cette fois-ci, on y est allé individuellement. Vous savez, tu es un intimidateur dans le cours d'école. Si tu es tout seul, tu n'en viendras jamais à bout. Mais si tu te mets plusieurs, là, tu vas avoir de l'action. Et c'est la pièce manquante actuellement que je trouve. Une manque de coopération ou de stratégie conjointe avec le Mexique et avec l'Europe pour pouvoir faire plier M. Trump. Parce que pays par pays, individuellement, on ne réussira pas. Ils sont juste trop. Monsieur Richard Darvaux, qui est toujours avec nous, veut réagir à ce que vous venez de dire. Oui, pour aller dans le sens de Monsieur le sénateur, le lobby, les représentations que vont pouvoir faire les représentants économiques américains, à mon avis, auront encore plus de poids que n'importe quel Canadien peut faire, même si les premiers ministres qui citent Ronald Reagan. Oui, les dirigeants des associations de construction de maisons, en ce moment, commencent à réagir pour dire, Monsieur le Président, vous devez reculer sur cette idée-là, parce que c'est pas seulement la population générale, c'est toute la structure économique des États-Unis qui va être ébranlée. Ils ont besoin de nous pour certains produits qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, ou en tout cas pas dans les mêmes délais ou dans les mêmes coûts. Mais il faut aussi rassurer l'auditeur qui a téléphoné, le Simon, qui était dans le milieu médical, M. Clément Gignac. Là, pour l'instant, le domaine de la santé n'est pas vraiment touché. Les 500 produits là, qui pourraient être tarifés. C'est ça. Donc, non, c'est ça. J'ai pas passé à travers toute la liste, là. Mais dans le fond, il y a des items qui étaient là, qui reculent au siècle dernier, là, on va se le dire. Là, on invoque une loi de 1930, imaginez-vous. Donc, on y a mis plusieurs éléments. On s'est assuré de pas mettre des éléments qui pourraient faire mal aux Américains, vous savez. Mais est-ce que, justement, ça pourrait être une stratégie parce qu'il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent? Donc, est-ce que c'est simplement pour faire bonne impression, puis finalement, ça se concrétisera pas tout de suite ou pas de cette façon-là? Bien, premièrement, vous savez, c'est dans 30 jours, ça va rentrer. Donc, il y a place à négociation. C'est sans doute une stratégie de l'intimidateur, de nous faire peur. En même temps, il invoque des trucs, là, comme au niveau des produits laitiers. Là, on revient à la gestion de l'offre. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y aura aucun accord du côté du Québec de ce côté-là. On parle aussi au niveau de l'alcool, où on disait que c'est les provinces qui contrôlent tout ça, c'est pas le fédéral qui contrôle. Donc, oui, on a passé à travers une liste, mais
le secrétaire au commerce vient de mentionner qu'il y aura aussi d'autres tarifs qui vont s'appliquer à d'autres pays dans les prochains jours. Donc, on s'attaque pas juste au Canada, là. On s'attaque vraiment à un changement des règles du jeu comme on l'a connu. On verra peut-être une réémergence de cette solidarité entre les pays dont vous nous parliez. Clément Gignac, je rappelle que vous êtes sénateur et économiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Darvaux, en terminant, est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire sur le terrain en ce moment? Est-ce que vous vous préparez à quelque chose ou vous êtes en mode attente? Ah non, c'est pas mon style. OK, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? L'attaque est toujours la meilleure défense, je pense. Ouais. Et on a déjà commencé les correspondances avec nos homologues du côté, particulièrement du nord-est américain, parce qu'on est l'association québécoise et c'est là où se font les exports en majorité. Là. Et les réactions sont très solidaires, pour reprendre votre mot. Donc, on ne restera pas les bras croisés. Ça ne touche pas encore le consommateur ici avec son commerce de détail, son centre de rénovation, mais ça ne saurait tarder parce qu'à un moment donné, c'est une chaîne, tout ça. Alors, pour le moment, avec notre secteur manufacturier, on pousse sur, d'une part, nos homologues américains pour qu'ils puissent parler à leur gouverneur jusqu'à leur président, mais on espère encore que la partie canadienne politique va utiliser tout ce qu'on a comme potentiel de matériaux canadiens et avec le programme bien fait ici pour le pousser puis faire en sorte que vous, comme propriétaire résidentiel, si vous l'êtes, bien qu'à la quincaillerie, vous recherchiez les produits canadiens en particulier. Tout à fait. Richard Darvaux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonne journée. Merci.